Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes. L'invité Pam Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors après les émeutes et l'embrasement des quartiers, après ces scènes de pillage et ces incendies d'écoles, de crèches, de gymnases, de bibliothèques, de conservatoires de musique, de mairies, de commissariats, vous voyez la liste est longue, de centres commerciaux, de petits commerces, les Français veulent plus d'ordre. Quelle réponse en tout cas leur apporter? Et puis dans un contexte où la France insoumise notamment souffle sur les braises, l'heure est-elle à l'affrontement politique ou à l'unité nationale? Mais pour commencer, Pam Ndiaye, est-ce que vous comprenez ce besoin d'ordre justement dans le pays? Après les séquences que l'on a connues, il est absolument normal et attendu que l'on attende de l'ordre et le retour à la tranquillité publique. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé grâce à l'action des forces de l'ordre, l'action des sapeurs-pompiers aussi, une partie de la population qui s'est mobilisée pour défendre par exemple ou protéger des écoles ou d'autres bâtiments publics. Ça veut dire, attendez, si j'ai bien compris, vous considérez que la crise est derrière nous, que la tranquillité du pays est assurée? Il ne faut jamais évidemment faire de paris hasardeux sur l'avenir. Ce qui est clair, c'est que nous sommes revenus à une situation de tranquillité publique avec les dégâts que l'on connaît, bien entendu, et puis des réponses de long terme. Il faut se donner du temps pour cela, mais la première chose, la priorité, c'était le retour à l'ordre, en effet. Alors, réponse de long terme, on va en parler. Court terme. Elisabeth Borne affirme aujourd'hui dans Le Parisien que les moyens seront massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet prochains. Est-ce à dire qu'on peut s'attendre à tout, y compris au pire, pendant ces 2 jours? On sait que le 14 juillet, il y a chaque année, ou en tout cas régulièrement, un certain nombre d'incidents. Et cela ne sera pas la première fois si c'est le cas. Mais il convient, bien entendu, et la Première ministre s'est exprimée en ce sens. Des incidents, mais on peut avoir un retour des émeutes. Il convient d'être particulièrement attentif cette année. Je ne crois pas à un retour. Il y a eu un effet de sidération. La justice est passée. Beaucoup de personnes ont été interpellées. Donc on est dans une situation de retour à l'ordre, mais comme le disait la Première ministre, il faut être vigilant. Alors quel message, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse, quel message vous avez envie de passer justement à la jeunesse? C'est un message d'optimisme. Il y a une mobilisation du côté de l'Éducation nationale pour réduire les phénomènes de décrochage scolaire, pour améliorer la formation professionnelle, pour améliorer également la maîtrise des fondamentaux, que ce soit à l'école primaire ou dans le secondaire. Nous changeons au lycée la formation en mathématiques. Bref, il y a un ensemble de dispositions qui sont faites pour la jeunesse. Et pourtant qui n'ont pas été entendues. Mais on va en reparler après. Et qui n'ont pas été entendues, bien entendu. Il y a des circonstances qui peuvent expliquer les phénomènes émeutiers que l'on a connus. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le gouvernement tout entier sont au service de la jeunesse. On va parler de tous ces points précis dans quelques instants. D'abord, la police. Est-ce que, comme les 2 syndicats de police, UNSA et Alliance, vous considérez que nous sommes en guerre contre les nuisibles, la chienlit et les hordes sauvages? Non, ce n'est pas le vocabulaire que j'utilise. C'est une faute de leur part d'avoir utilisé ce vocabulaire? C'est vraiment un vocabulaire que je ne peux pas accepter en tant que ministre de la Jeunesse. En tant que ministre de la Jeunesse, en tant que citoyen? Et comme citoyen, les jeunes peuvent mal se comporter et ils doivent être punis. Bien entendu, vous savez que la justice s'est prononcée et se prononce de façon tout à fait ferme à l'égard des jeunes qui ont commis des actes qui sont des actes délictueux. Néanmoins, ces jeunes, comme le disait le président Chirac en 2005, ce sont les enfants de la République. Et donc, il faut s'en occuper. Ce sont eux qui composent une partie de notre jeunesse nationale. Ils font aussi tenir un discours qui soit à la fois un discours de fermeté, bien sûr, mais aussi un discours d'inclusion. Alors, vous citez Jacques Chirac. Les enfants de la République, ce qu'il disait en 2005 de ces jeunes des quartiers, des banlieues. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison d'en appeler à la responsabilité des parents ou est-ce comme le dit Éric Coquerel, est-ce que cela relève d'un mépris de classe, comme il le dit? Il faut en appeler à la responsabilité des parents.
les parents ont des responsabilités qui sont à la fois civiles et pénales. Vis-à-vis de leurs enfants, ils doivent s'assurer de leur santé, de leur sécurité, de leur scolarisation. Et les parents, bien entendu, dans leur immense majorité, s'en assurent. Et nous avons aussi besoin d'en appeler à une vigilance particulière, et puis aussi d'aider les parents qui ont des difficultés spécifiques. Je pense en particulier aux familles monoparentales, je pense aussi aux parents qui travaillent en horaire décalé. Ils ont incontestablement des difficultés particulières, il faut donc les aider. Responsabilité des parents, mais aussi accompagnement des parents, de manière à ce que les jeunes, en effet, soient encadrés comme il le faut. L'école peut beaucoup, bien entendu, et nous faisons notre part du travail, par exemple sur les questions de violence ou sur les questions de harcèlement, mais les parents doivent aussi nous accompagner, et heureusement, c'est ce qu'ils font dans leur immense majorité. Responsabilité des parents, le président a évoqué la possibilité de sanctionner financièrement les familles. Il évoque aussi la création d'une amende spécifique dès, dit-il, la première connerie. Et puis, c'est ce que Elisabeth Borne confirme dans sa interview au Parisien d'aujourd'hui, avec un bémol, ce type de sanction ne peut pas concerner les mineurs. Alors, comment y parvenir ? Ça, il y a des voies administratives et juridiques. Mais ce qui est clair... Et sur la sanction dès la première connerie, comme le dit le président. Les exemples du passé le montrent. C'est que les sanctions de type... allocation familiale ou autre, n'ont pas d'effet... Donc suppression des allocations familiales. Suppression des allocations familiales. Ça, vous êtes contre, et le gouvernement est contre. Je suis contre. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose qui a existé il y a longtemps et qui n'a jamais donné de bons résultats, et qui, de surcroît, enfonce les familles, enfonce les fratries, y compris celles et ceux qui n'ont rien à voir avec les agissements. Parce que pour préciser les choses, vous considérez que ça sanctionne toute la famille, ça sanctionne les frères et sœurs. Mais bien sûr, et donc ça coule tout le monde. Ouais. Et donc l'effet est catastrophique. Il faut donc absolument écarter ce genre de fausses bonnes idées. L'amende spécifique, ça pourrait être quoi pour les mineurs ? Ça, je ne vois pas exactement. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est la sanction. La sanction, c'est important. Ça fait partie de la pédagogie. Alors, il y a un autre problème, c'est le problème des réseaux sociaux. On ne comprend pas très bien si le gouvernement veut bloquer ou pas Internet en cas d'émeute. Qu'en est-il précisément ? Ce qui me paraît important, c'est une meilleure régulation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais ça, on le dit depuis des années, oui, mais ça ne s'est jamais fait. Là, on va avancer quand même. Parce qu'il faut du personnel pour ça. Alors, il faut des gens. Le personnel, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes. Ce sont les opérateurs qui doivent s'auto-réguler. Bien justement, il y a à la fois une législation française, mais aussi une législation européenne qui se met en place à partir de la fin août, qui impose d'ailleurs des sanctions financières très importantes aux réseaux sociaux qui ne se comportent pas bien. Il faut en effet que l'autorégulation soit plus forte. Il y a les tiers de confiance pour le signalement des messages qui sont des messages délictueux. Vous savez, on a cette question à propos du cyberharcèlement. Nous y travaillons de manière à réduire et à intercepter dès leur apparition les messages qui relèvent du harcèlement, du cyberharcèlement ou de toute autre forme de violence. L'intelligence artificielle peut intervenir dans ce genre de situation ? Alors, les réseaux sociaux ont en effet des algorithmes et des solutions, je dirais, techniques, mais il faut aussi de l'intervention humaine, c'est absolument essentiel. En particulier, la possibilité de signaler très facilement, ce n'est pas encore si facile que ça aujourd'hui, un message qui pose problème. Là, il faut pouvoir cliquer sur une icône comme on like aujourd'hui, dès qu'un message pose une difficulté. On n'en est pas encore là. Alors vous êtes ministre de l'Éducation nationale, des écoles, des crèches, des gymnases. Pas des crèches. En tout cas, des bibliothèques, des conservateurs de musique ont été détériorés et pour certains détruits. Le bilan précis, c'est quoi d'ailleurs ? Alors, nous avons 263 écoles qui ont subi des dommages. Parmi elles, une soixantaine ont subi des dommages un peu plus importants et une dizaine ont connu des incendies ou des départs d'incendies. Et donc c'est plutôt de ce côté-là, évidemment, que nous allons travailler de manière, évidemment, à ce que tous les enfants soient scolarisés à la rentrée. 10 écoles détruites ou détériorées fortement. Qu'est-ce que ça implique ?
Ça implique des travaux pendant l'été pour que les écoles qui ont connu un départ de feu puissent rouvrir. Quant aux écoles qui ont été complètement détruites, les élèves vont être scolarisés ailleurs, dans des écoles du voisinage. C'est déjà d'ailleurs organisé. Il y en a, je crois, 3 qui ont été complètement détruites. Il y en a 3 qui ont été... C'est ça. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, de l'état de la jeunesse, qu'on s'en prenne comme ça à des établissements scolaires ou de culture ? C'est évidemment d'abord parfaitement condamnable et scandaleux que des écoles puissent être touchées, comme d'ailleurs tout autre bâtiment public, mais il y a peut-être une symbolique particulière en ce qui concerne les écoles. Il va falloir enquêter. Symbolique particulière, c'est-à-dire le fait que les écoles aient un lien direct avec la jeunesse. Il est possible que des jeunes qui s'en sont pris à des écoles aient attaqué des écoles où eux-mêmes y ont passé une partie de leur scolarité. Cette question, évidemment, interroge particulièrement. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est des jeunes qui considèrent qu'ils ont échoué, donc il faut détruire leur école ? Alors, il va falloir regarder de près. Il y a la question de la déscolarisation, il y a la question des décrochages scolaires, qui est une question importante. On pourra en reparler si vous voulez. Il y a la question de la formation professionnelle, mais cette question interroge. Il y a aussi des départs de feu qui n'étaient pas nécessairement intentionnels, enfin qui ne visaient pas une école, mais qui, par association, par exemple, de voitures brûlées, j'ai vu ça à Besançon, qui ont mis le feu à une école. Quoi qu'il en soit, ce sont des agissements parfaitement condamnables. Il va falloir enquêter, regarder ce qui s'est passé pour comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, bien sûr. Comprendre, ça veut pas dire excuser. Quand on est ministre de l'Éducation nationale et qu'on est face à une telle séquence, à de tels problèmes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça inspire au ministre que vous êtes ? L'éducation nationale, ce sont des réponses de moyen terme. Bien entendu, la tranquillité publique est revenue et nous avons 2 sujets très importants. C'est le taux de chômage plus élevé dans les quartiers en question. Il est à 18%. C'est 3 fois la moyenne nationale. Donc, c'est la question de la formation professionnelle, y compris post-bac. Et puis, la question du décrochage scolaire, puisqu'un certain nombre de ces jeunes étaient déscolarisés. Alors, il y a le sujet aussi des vacances scolaires. Elisabeth Borne considère dans Le Parisien qu'il n'est pas normal que des enfants se retrouvent inoccupés et désœuvrés avant même le début des officiels des vacances, avec à la clé une réflexion sur l'organisation des examens qui oblige aujourd'hui, les examens de fin de scolarité, certains établissements à arrêter les cours plus tôt que prévu. Comment vous envisagez les choses ? Cette question de la reconquête du mois de juin, elle est posée depuis longtemps. Depuis 20-25 ans au moins. C'est cela. Et puis, avec la réforme du bac, nous avons en effet... et là, la Première ministre a entièrement raison. Nous avons en effet la question d'un 3e trimestre qui est réduit à peau de chagrin. Et pratiquement un mois. Et même plus que ça, puisque, oui, c'est cela, en fait, depuis les épreuves de spécialité à la fin mars, on a ensuite une séquence qui est une séquence en pointillé dans les lycées. Et donc, la faute à la réforme ou la faute à autre chose ? Et donc, je me suis engagé à changer les choses pour l'année prochaine, de manière à ce que le 3e trimestre puisse se passer dans des conditions convenables et en particulier que les programmes soient terminés. Il y a à la fois la question de la scolarisation, y compris dans les classes sans examen, par exemple les élèves de seconde, et puis il y a également la question des classes à examen, de manière à ce que tout le monde travaille jusqu'au mois de juin. C'est important, c'est assuré dans le 1er degré, mais ça n'est pas assuré comme il le faut dans le second degré. Est-ce que ça veut dire qu'il faut reporter la date des examens ? C'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons en effet. Ça veut dire reporter à quand ? Au mois de juillet ? Non, vous savez que l'épreuve de spécialité, l'épreuve de spécialité se passe actuellement au mois de mars. Elle pourrait être décalée. Il y a d'autres possibilités. Pour le brevet des collèges, c'est très tôt au mois de mars, donc ça pourrait être décalé quand, au mois de mai ? Nous travaillons sur plusieurs hypothèses. Mais c'est quoi les hypothèses sur lesquelles vous travaillez ? La question du décalage, la question de la modification des coefficients. C'est-à-dire la modification des coefficients. Nous verrons. La question, si vous voulez, c'est de faire de telle sorte que les élèves de terminale continuent à travailler comme il se doit jusqu'au mois de juin. C'est absolument essentiel qu'ils terminent leur programme. Parce qu'aujourd'hui, avec le contrôle continu, les élèves de terminale savent, dès le mois d'avril-mai,
s'ils ont ou pas le bac? Pour l'essentiel, à 82%, puisque les épreuves de grand oral et de philosophie terminent le baccalauréat. Ces épreuves se terminent au mois de juin, mais à l'évidence, la philosophie et le grand oral, ça ne suffit pas pour motiver les élèves à travailler jusqu'au mois de juin. Donc, comment il faudra les motiver? Donc, il y a plusieurs possibilités. J'annoncerai la décision dans quelques semaines de manière à ce que les choses puissent changer positivement pour nos élèves l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas ça peut être lié à ça. Emmanuel Macron avait évoqué aussi, il y a quelques semaines, la possibilité de réduire la durée des vacances d'été. Est-ce que c'est un objectif sur lequel vous travaillez? C'est en effet qui va être concrétisé. C'est en effet un objectif sur lequel nous travaillons. Les élèves ont 36 semaines de cours et 16 semaines de vacances. C'est plus de vacances que la moyenne européenne. Ça comprend aussi les petites vacances. J'insiste sur ce point. Réduire les semaines de vacances, augmenter les semaines de cours, ça veut dire des journées allégées, des semaines plus légères également. Or, aujourd'hui, c'est d'ailleurs une bonne partie du courrier que je reçois quotidiennement de la part des élèves qui se plaignent d'avoir des journées trop longues. Et de ce point de vue, je les comprends. Ils se lèvent tôt le matin, surtout s'il y a du ramassage scolaire. Ils rentrent tard chez eux. Ce sont des journées harassantes. Donc, on peut, dans ces conditions, dans ce contexte, réduire les vacances d'été ou pas? Ou réduire uniquement les vacances, des petites vacances? Voilà. Et donc, il y a plusieurs scénarios. Réduction des vacances d'été, réduction des petites vacances, combinaison des deux. Mais ça exige beaucoup de travail. Ça a des influences. Et beaucoup de concertation, notamment avec l'industrie du tourisme. Bien entendu, il y a beaucoup de travail à réaliser, à la fois au sein de l'éducation nationale, et puis plus largement, parce que les vacances, ça impacte l'ensemble de la société, une partie de notre économie. C'est donc une question à la fois essentielle. Le chef de l'État, évidemment, a soulevé un point très important pour nos élèves, mais qui réclame évidemment du temps et de la concertation. Et vous croyez que vous pourrez arriver à réduire les vacances ou pas? Il faut se fixer des objectifs. Ma seule gouverne, c'est l'intérêt des élèves. L'intérêt des élèves, c'est d'avoir plus de semaines de cours et c'est d'avoir des semaines allégées ou en tout cas un peu plus équilibrées que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est d'y arriver quand? Ça peut pas être pour la rentrée 2023, ça peut être pour la rentrée 2024, non, certainement pas la rentrée 2024, 2023, 2024 non plus. C'est donc un objectif pas avant 2025, qui est celui du quinquennat. Du quinquennat, avec une réduction des vacances, donc si je comprends bien. Avec une réduction des vacances et également plus de semaines de cours, de manière à avoir quelque chose qui corresponde mieux aux intérêts des élèves. Puisqu'on parlait des émeutes au début de cette émission, au passage, le ministère algérien des Affaires étrangères a fait part de son choc après la mort de Naël, d'origine algérienne, se disant soucieux de la quiétude et de la sécurité de ses ressortissants sur leur terre d'accueil. Comment ça vous fait réagir? Ça me fait réagir en remarquant que le gouvernement algérien ne se soucie pas particulièrement de sa propre jeunesse. En tout cas, si on regarde... En Algérie? Si on regarde les décennies passées, il y a de quoi quand même se poser des questions. Mais qu'est-ce que ça dit sur les relations franco-algériennes? Ça, on sait qu'elles sont... Le président algérien qui s'est rapproché de Poutine, c'est dans ce contexte. Elles sont difficiles. À l'évidence, elles sont appuyées sur une histoire qui est elle-même une histoire très complexe. Je ne vous apprends rien à cet égard. Mais ça fait 60 ans, donc la page de la colonisation et de la décolonisation n'est pas fermée. C'est à la fois cela, mais c'est également, bien entendu, l'histoire propre de l'Algérie indépendante qui est en cause. Autre sujet, lié aussi peut-être quelque part aux émeutes. Vous avez lancé en mai, je crois, un audit sur les élèves juifs contraints de fuir l'école publique dans certaines zones, notamment en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous attendez de cet audit et précisément, qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à la présence des élèves juifs dans les écoles de Seine-Saint-Denis? Nous avons en effet un grand nombre de témoignages qui vont dans le même sens. Je crois que vous avez cité aussi le 19e arrondissement de Paris. Oui, dans certains quartiers du pays, dans certaines villes, il semble bien que les familles juives retirent leurs enfants de l'école publique. C'est justifié ou pas pour vous? Ça n'est pas une situation acceptable. Ouais. Il est hors de question, il est inadmissible
que des enfants juifs ne puissent plus fréquenter l'école publique dans certains quartiers. Donc il faut regarder cette question. Donc c'est une conséquence de l'antisémitisme qui existe dans ces coins-là. Il faut regarder ce qui se passe et faire de telle sorte que l'école publique accueille tous les enfants qui le souhaitent, bien entendu. Et c'est pour cela que j'ai instruit le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République pour qu'il enquête là-dessus. On a besoin d'abord d'une photographie, de regarder ce qui se passe avant de pouvoir agir. Le président de la République s'était d'ailleurs prononcé dans le même sens il y a quelques années. Il y a 2 ans. Est juste de dire que l'antisémitisme perturbe la vie quotidienne des Juifs dans certains quartiers travaillés par l'islamisme. L'antisémitisme, de même que toutes les formes de racisme, hélas, c'est une réalité de notre pays. Il faut la saisir à bras-le-corps. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a un ministère, celui d'Isabelle Rome, qu'il y a la DILCRA, qu'il y a un certain nombre d'instances. Il faut absolument se battre contre l'hydre dont les têtes ressurgissent à chaque fois. L'antisémitisme, c'est évidemment quelque chose qui est absolument inacceptable, comme toute forme de racisme. Et moi-même, au fond, ma vie, une partie de ma vie... Vous avez souffert du racisme, quelque part. Personnellement, de façon marginale, mais je dois dire que mon entrée en citoyenneté, quand j'étais adolescent, elle s'est faite autour de manifestations de SOS Racisme, en particulier parce qu'il s'agissait de se battre contre les résurgences de racisme et d'antisémitisme. SOS Racisme, créé, je crois, en 1986. C'est ma génération. C'est votre génération, c'est celle de beaucoup de gens qui nous écoutent sans doute. C'était aussi un moyen, SOS Racisme, d'unir, de réunir les jeunes issus de la communauté juive et de la communauté musulmane ou arabo-musulmane. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui ? Absolument. Il y a un projet qui était celui de SOS Racisme, avec toutes ces évolutions, qui me semble être toujours d'actualité. C'est rassembler la jeunesse. À la fois penser les difficultés particulières de tel ou tel, bien entendu, mais avoir une perspective universaliste et considérer aussi, c'est ce que Frantz Fanon disait, quand on parle du juif... dresse l'oreille parce qu'on parle de toi, c'est aussi considéré que... On peut dire aussi quand on parle du noir, dresse l'oreille parce qu'on parle aussi de toi. Exactement. Ou de l'homosexuel, c'est pareil. Exactement, c'est exactement cela. Et donc d'avoir une perspective... Ou bien sûr du musulman. Universelle. Et l'école, bien entendu, de ce point de vue-là, a un rôle à jouer. Il y a un plan contre le racisme et l'antisémitisme qui a été annoncé par la Première ministre le 30 janvier dernier. Et nous avons notre rôle à jouer, y compris sur les questions historiennes et mémorielles. Ouais, puisque vous êtes historien de formation. Ça ne vous a pas échappé. Retour aux émeutes. Si à droite et à l'extrême droite, on réclame plus de fermeté, de la gauche, à savoir à LFI, on explique les émeutes par l'injustice dans les quartiers populaires. C'est quoi la bonne grille de lecture ? La grille de lecture, c'est d'abord... Et votre grille de lecture ? C'est le retour à l'ordre et à la tranquillité publique. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi travailler à long terme sur des questions importantes, par exemple sur les questions d'éducation. Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre l'ordre et la justice. Les deux doivent aller de pair et c'est tout le sens de la politique du gouvernement. Alors, pas de contradiction entre l'ordre et la justice. On a pourtant entendu une haine de la France parmi les émeutiers. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un problème d'intégration ou de rejet de la France dans ces quartiers ? Il faut se méfier des conclusions trop hâtives à propos des émeutiers. Donc, on précise les choses, comme Elisabeth Borne le dit aujourd'hui dans Le Parisien, c'est 7000 émeutiers sur 7 millions d'habitants de ces quartiers. Voilà, on parle d'une petite proportion de jeunes. On parle aussi de la population des quartiers qui s'est mobilisée pour protéger des bâtiments publics comme les écoles. Mais des émeutes qui ont fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, hélas, et il faut que la justice passe de ce point de vue, il n'y a aucun doute. Mais il faut aussi considérer une sociologie des émeutes qui échappe aux conclusions que l'on pourrait tirer. Il y a des émeutes qui sont situées en dehors des quartiers prioritaires de la ville, dans des petites communes, et avec des jeunes qui ne sont aucunement issus de l'immigration post-coloniale, comme certains ont voulu le faire croire. Et donc, il me semble tout à fait anormal et injuste, et puis faux, mensonger,
de tracer des liens entre immigration et émeute. Ça, c'est le vocabulaire de l'extrême droite et hélas d'une partie de la droite. Emmanuel Macron a mis en avant l'amour de la France dans le discours qu'il a prononcé à Ouistreham vendredi, en hommage à Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer. Un amour de la France qui manque peut-être dans ces quartiers, non ? Ça, il faut regarder d'un peu plus près. Lorsque la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, c'est d'ailleurs le début du film de Lajli, Les Misérables, les drapeaux français ont flotté un peu partout en France. Ou en 1998. Ou en 1998. Et donc, il y a aussi à ne pas tirer de conclusions trop hâtives de ce point de vue-là. Il me semble très important, d'abord, d'avoir une politique qui soit une politique offrant des perspectives à la jeunesse, et c'est évidemment la mission du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ça veut dire que dans ce contexte, le projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, il n'a plus de sens ? Ce projet de loi, là encore, faire tracer un lien direct entre immigration et émeute est trop rapide, hâtif. C'est ce que fait l'extrême droite. Et exactement. Et donc, il faut distinguer les deux. Il y a des problèmes spécifiques de formation de la jeunesse. Il y a un certain nombre de questions auxquelles le gouvernement s'attache sans démagogie et sans conclusion hâtive. Est-ce que ça veut dire qu'il faut expliquer ces émeutes par la discrimination dont seraient victimes les jeunes de ces quartiers ? L'accès à l'emploi, en particulier, on le sait, et les études le confirment à l'envi, l'accès à l'emploi, hélas, est en partie entravé par des questions de discrimination. Ça veut dire qu'il y a un racisme d'État en France ? Non, ça n'a rien à voir. Là, je parle de discrimination dans le marché de l'emploi il faut travailler là-dessus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a la défenseur des droits et qu'il y a une législation qui condamne les discriminations. Mais hélas, le taux de chômage dont je parlais tout à l'heure, ce taux trop élevé, il est dû à la fois à des questions de formation, mais aussi à des jeunes qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'habitent pas dans le bon quartier, parce qu'ils n'ont pas la bonne tête, parce qu'ils n'ont pas le bon prénom. Et cela, il faut évidemment s'y attaquer et le gouvernement s'y attaque. Nous avons un certain nombre... On va parler des pistes, mais quand vous dites c'est le problème de l'emploi, de la possibilité pour ces jeunes de trouver un emploi. Un jeune de 10, 11, 12, 13, 14 ans qui était présent dans ces émeutes, il n'est pas confronté à la discrimination à l'embauche ? Il n'est pas confronté, mais son grand frère, sa grande sœur, des personnes de son entourage, si. Et donc ça marque. Et donc ça marque, bien entendu. C'est pour cela que... Et ça peut donc provoquer ce qui s'est passé. Mais là encore, il faut essayer de comprendre sans excuser. La justice aussi doit passer. Mais ce que je remarque, c'est que par association familiale, les jeunes pourraient être amenés à se dire, ce qui est faux, mais ils pourraient penser que faire des études ne sert à rien puisque à l'arrivée, les discriminations feront qu'ils n'auront pas de travail à hauteur de ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils peuvent prétendre. Et c'est pas ce que vous êtes dit quand vous étiez enfant et quand vous étiez jeune, quand vous étiez étudiant. Ça n'est pas ce que je me suis dit, mais quand j'ai travaillé sur la question, j'ai écrit beaucoup là-dessus, comme vous savez peut-être, et j'avais résumé les choses d'une formule en disant que nous avons en France les veilleurs de nuit les plus diplômés du monde. Et ça existe dans d'autres pays, mais vous l'avez ressenti vous-même, personnellement ? Je n'ai pas subi personnellement de forme grave, je dirais, qui aurait entravé mes études, par exemple, ou l'accès à l'emploi, mais des formes quotidiennes de racisme, bien entendu. Et ça marque une vie ? Ça marque un homme, ça marque une famille. Ça marque un engagement, en tout cas. Ça marque un engagement. Comment on règle ce problème ? Considérez-vous qu'il y a des problèmes discriminatoires, donc vous le considérez dans l'accès à l'emploi ? Est-ce que la généralisation du testing proposé par le député Renaissance Marc Ferracci est la bonne solution ? C'est une excellente proposition de loi et je la soutiens vraiment de tout cœur. Il faut en effet... On précise les choses, hein. Alors, c'est une proposition de loi du député Marc Ferracci qui vise à généraliser les procédures de testing dont nous savons qu'elles sont efficaces.
qu'elles peuvent également pointer du doigt, c'est ce qu'on appelle du name and shame, des entreprises qui ne se comportent pas bien. Donc dénoncer les entreprises qui le font pas. Et donc nous avons à avancer sur cette question parce que c'est une question, comme je le disais, absolument cruciale. Avancer, ça veut dire il faut que cette proposition de loi soit adoptée, il faut qu'elle soit effective. J'espère qu'elle le sera. Il faut qu'elle soit effective. Quel calendrier? J'espère qu'elle le sera. On parle du calendrier de l'automne, ça n'est pas... Pour l'adoption, mais ensuite pour l'entrée en vigueur. Et nous verrons quel est le bon calendrier, mais je la soutiens parce que nous devons travailler sur l'accès à l'emploi, à la fois par la formation, mais également par une lutte résolue contre toutes les formes de discrimination. Et alors, certains entrepreneurs disent que ça va pénaliser l'emploi, ça va pénaliser les entreprises. Pas du tout. Respecter la loi, ça ne pénalise pas l'emploi, bien au contraire. C'est en fait, pour les entreprises concernées, une chance, parce que c'est s'ouvrir à une partie de la jeunesse qui ne demande que ça. Et donc, ça permet éventuellement, à l'avenir, d'empêcher ce genre de situation qu'on a connue la semaine dernière. Il faut que le taux de chômage baisse dans ces quartiers. Il a baissé ces dernières années de 4 ou 5 points, ce qui est déjà conséquent, mais ça n'est pas suffisant. Et le ministre du Travail a beaucoup travaillé justement sur ces questions. Et c'est un des points majeurs, bien entendu, de la situation des quartiers prioritaires. Vous avez parlé des décrocheurs scolaires. Il y en a 90 000 par an en France. C'est lié à quoi ? Quelque part aussi à la mainmise des dealers sur ces quartiers. Et qu'est-ce qui gagne, donc c'est une question que vous pose, ou à celle des islamistes? Il y a de très nombreux facteurs qui peuvent expliquer le décrochage scolaire, y compris des facteurs, je dirais, de situation psychologique et mentale liés au confinement qui n'a pas arrangé les choses. Ce qui est vrai, c'est que nous devons récupérer ces décrocheurs scolaires par des programmes adaptés, alors microstructures, micro-lycées, micro-collèges, les écoles de la deuxième chance, les EPID, un ensemble de choses qui sont faites justement pour ramener des jeunes qui se sont éloignés de l'éducation nationale. Ça aussi, c'est prioritaire. On va en parler, mais la question que je vous posais, c'est qu'est-ce qui gagnerait le plus ces quartiers? L'islamisme, les islamistes ou les dealers? On sait bien que dans un certain nombre de quartiers, il y a des trafics et que la perspective d'être rémunéré quand on est adolescent de façon substantielle, y compris d'ailleurs pour aider les économies familiales, que cette perspective-là... On dit que ça peut rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par jour. Il semblerait. Et donc, évidemment, face à cela, l'éducation nationale a une tâche, a une priorité qui est celle d'expliquer aux jeunes et de les convaincre que l'école, c'est mieux qu'autre chose. Et donc, bien entendu, c'est une des tâches qui est devant nous. Avec parmi vos objectifs, la scolarisation dans les toutes petites sections, c'est-à-dire à partir de 2 ans dans ces quartiers. Oui, les toutes petites sections, là où elles fonctionnent très bien et avec de très bons résultats, notamment dans la maîtrise de la langue, dans la socialisation des enfants. Et donc, le président de la République l'a annoncé à Marseille la semaine dernière. Il faut aller dans le sens de l'ouverture de toutes petites sections, notamment en éducation prioritaire. Donc ça veut dire combien de classes, combien d'écoles concernées, combien de quartiers? Alors on va concernés? le faire progressivement, bien entendu, puisque ça exige des moyens, ça exige des locaux, et puis une concertation du personnel, donc une concertation avec les collectivités. L'objectif, c'est d'en ouvrir quelques centaines à partir de la rentrée 2024 pour l'essentiel. Donc quelques centaines, ça veut dire quelques centaines de classes? Progressivement, ça veut dire des enseignants en plus, des classes en plus? Oui, ça veut dire des moyens. Quel financement, quels moyens? Ça veut dire des moyens en plus. Quel budget, pardon? Des moyens en plus qui sont ceux, bien entendu, de l'éducation nationale pour ce qui concerne les professeurs des écoles, des collectivités pour les ATSEM, et puis il y a la question des locaux. La baisse des effectifs scolaires, de ce point de vue, avec la baisse de la natalité, nous aide, puisqu'elle peut aussi libérer des classes et des espaces physiques. Donc ça veut dire, vous nous dites donc à partir de la rentrée 2024? Progressivement à partir de la rentrée 2024. Progressivement, ça veut dire sur combien de temps? Sur 3 ans? Sur un calendrier qu'on va établir en partenariat précisément avec les collectivités. Alors votre activité, c'est aussi les résultats du bac. On les a connus hier avec une baisse de 0,2% des reçus cette année par rapport à l'année dernière. 90,9% des 739 500 candidats ont été reçus contre 91,1% en 2022. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle?
cette baisse de 0,2 c'est points. plutôt, alors c'est une baisse évidemment très relative, mais c'est de mon point de vue plutôt une bonne nouvelle. Ouais. En Donc effet, vous dites bravo à ceux qui ont échoué. non, bravo et merci. Je dis à ceux qui ont échoué, travaillez pour que l'année prochaine, ça se passe mieux. Mais il faut que le bac soit sélectif. Le bac, ça ne se donne pas. C'est l'accès aux études supérieures. Depuis Jean-Pierre Chevènement, ça se donne. Non, ça ne se donne pas, le bac. Si l'on regarde de près les chiffres, il faut travailler pour obtenir le bac, mais il est clair également qu'on a des enjeux qui sont des enjeux aussi d'inégalité entre le bac général et le bac professionnel et puis le bac pro, où les résultats... 83% pour le bac professionnel, 89,8% pour la voie technologique. Exactement. Et donc là, on a toute la question de la réforme des lycées professionnels qui est en jeu, qui va se mettre en place à partir de la rentrée 2023. Et puis, d'une manière générale, la question du bac qui doit trouver, je dirais presque retrouver, un niveau de sélectivité convenable. Un niveau de sélectivité convenable, je crois qu'il y a aussi un problème sur le français. Oui, moi je suis très attaché à la qualité du français écrit. C'est pour cela d'ailleurs que dès le cours moyen, nous renforçons les travaux d'écriture, pas seulement les dictées, mais également les rédactions, tout ce qui fait écrire les enfants. Nous avons aussi à renforcer cela au collège et au lycée, et peut-être aussi à introduire des critères formels dans les épreuves du baccalauréat à propos du niveau de français. On va préciser les choses, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait trop de fautes de français dans les copies, oui. Même des copies excellentes. Oui. C'est-à-dire que ça peut être sanctionné, qu'elles peuvent être sanctionnées, que les candidats peuvent être sanctionnés parce qu'ils ont fait trop de fautes de français. Exactement. De quelle manière ? Il suffit de considérer que à partir d'un certain niveau de langue, un niveau de langue trop problématique, quel que soit sur le fond la qualité de la copie, on formalise des critères qui fassent qu'une très bonne copie sur le fond ne dépasse pas telle note. Donc il y a des calculs à faire, mais l'introduction de critères formels à propos de la maîtrise de la langue me semble être une perspective juste. Vous savez, dans le supérieur, beaucoup d'enseignants se plaignent d'étudiants, parfois de très bons étudiants, qui ont d'immenses difficultés pour écrire ou qui font convenablement. Beaucoup de fautes d'orthographe. Beaucoup de fautes d'orthographe, de syntaxe, de conjugaison. Et donc ça veut dire quoi, précisément par rapport au bac ? Ça veut dire des points en moins si on fait beaucoup de fautes de français ? Tout simplement. Beaucoup de points en moins ? Mais ça n'est possible que si préalablement on a travaillé de manière à ce que les élèves ne fassent plus de fautes. Donc c'est pas tout de suite, c'est pour plusieurs années. Oui, on a un immense chantier. 2024, 2025. Tout à fait, c'est un immense chantier qui va de l'école primaire jusqu'au bac pour que les élèves écrivent correctement et qu'ils écrivent beaucoup plus, en particulier dans le primaire. Alors, en tant que ministre de l'Éducation, vous avez aussi un regard ou un droit de regard sur les livres scolaires. Vincent Bolloré, à travers Editis, est en passe de contrôler 84% du parascolaire et 74% du scolaire dans l'édition. Est-ce que ce sont des chiffres réels ? Et au-delà de ce que ça pose un problème, est-ce que cela vous pose un problème ? Vous savez que la Commission européenne est intervenue pour fixer un certain nombre de limites et bloquer la fusion au rapprochement avec Lagardère, entre Editis et Hachette, en l'occurrence, en effet. Donc, on est dans une situation qui est une situation moins préoccupante qu'il y a quelques mois. Préoccupante ou préoccupante quand même ? Préoccupante parce que nous avons intérêt, pour ce qui concerne les manuels scolaires, à la plus grande diversité possible. Et puis, avec Bolloré à la tête de ces éditions. Avec Bolloré à la tête d'Hachette, et compte tenu des interventions très musclées de ce groupe et de son dirigeant dans les affaires des médias qu'il contrôle, il y a en effet de quoi être préoccupé. Préoccupé, c'est-à-dire par rapport à une idéologisation de ces manuels scolaires ? Les manuels scolaires obéissent à des programmes et il faut absolument que ces manuels reflètent à la fois les programmes, mais aussi la diversité d'approches qui fait la richesse de l'édition française. En ce dimanche, justement, le JDD ne paraît pas pour la 3e semaine consécutive. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Il faut m'inspire une chose, c'est qu'il faut évidemment soutenir la mobilisation des personnels du JDD, et je comprends bien qu'ils ne veulent pas entrer
dans la galaxie des publications ou des médias contrôlés par un personnage qui est manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. Vincent Bolloré, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites, son groupe est proche de l'extrême droite ? Écoutez, quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Europe 1, CNews d'extrême droite ? Écoutez, ce sont des publications, oui. CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie ? Moi, je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi, je suis, vous savez, donc, je considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. On en vient au contexte politique. Des députés LFI, dont Mathilde Panot, ou élevés comme Sandrine Rousseau, ont participé hier à la manifestation interdite pour Adama Traoré, où a été scandé le slogan « Tout le monde déteste la police ». Est-ce que c'était leur place ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas un bon slogan. 2, la manifestation était interdite. Les manifestations, c'est essentiel pour la démocratie. Mais il faut tenir compte du contexte. Lorsque les risques sont trop avérés, il faut aussi admettre qu'une manifestation puisse être interdite. Ça n'était pas le bon moment pour mais sur la présence de ces députés. Pour moi, elle n'est pas opportune. C'est le moins qu'on puisse dire, de même que les slogans qui ont été dits, semble-t-il, dans cette manifestation, qui en effet était interdite. Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de députés LFI comme David Guiraud ont refusé d'appeler au calme au début des émeutes. Le député LFI Louis Boyard a même dit qu'il ne s'agissait pas d'émeutes, mais d'une révolte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mélenchon est-il toujours un républicain ? La France Insoumise est-il un parti et un républicain ? Mélenchon et LFI sont-ils sortis du champ républicain, comme le constate aujourd'hui Elisabeth Borne dans Le Parisien ? Celles et ceux qui n'ont pas appelé au retour au calme, au retour à la tranquillité publique au moment des émeutes ont commis une faute. C'est une faute politique et morale, incontestablement, et il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir dire quand on commet une faute. Est-ce que vous dites comme Elisabeth Borne qui sont en dehors du champ républicain ? La question pour moi, en l'occurrence, c'est de faire de telle sorte que, c'est de soutenir, bien entendu, le retour à l'ordre public et de critiquer, justement, comme l'a fait la Première ministre et d'autres responsables politiques, celles et ceux qui ne sont pas pour le retour à la tranquillité publique, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas s'attaquer à des questions de fond. Mais ça veut dire que Mélenchon, c'est un personnage, un responsable politique séditieux, factieux ? Ça n'est pas le vocabulaire que j'utilise. En revanche, ils ne servent pas la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est à la fois du fond et de la forme, si je puis dire. Sur ces questions-là, une partie de LFI, en tout cas, ne se comporte pas d'une manière qui favorise la démocratie et la République. Mélenchon et LFI, ce sont les idiots utiles du Rassemblement national ? Ils peuvent conduire à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ? Contribuer ? Ils peuvent faire le jeu du Front National. Et ça, c'est regrettable. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse depuis 14 mois. Est-ce que vous êtes un ministre heureux ? Ça n'est pas la question que je me pose tous les jours, bien entendu. Mais même si je vous pose. Oui, j'y trouve beaucoup de plaisir à me dire chaque matin en quoi puis-je être utile aux élèves. C'est la seule question. Aux enseignants ? Et aux enseignants, bien entendu. C'est la seule question que je me pose. Vous considérez que depuis 14 mois, vous avez été utile aux élèves et aux enseignants ou Oui, à la rentrée, les enseignants seront mieux rémunérés, entre 100 et 222 euros net de plus par mois. Il y aura des nouvelles missions qui permettront notamment de résoudre la question des absences de courte durée, ces trous dans les emplois du temps. Il y aura 1h30 de mathématiques en plus pour les élèves de première. Il y aura 1 heure de français et de mathématiques. Donc tout ce que nous avons préparé dans l'année va en quelque sorte atterrir et prendre forme et être mis en œuvre à partir de la rentrée. L'école va changer de manière tout à fait substantielle à la rentrée et cela, je suis fier de ce bilan avec le reste du gouvernement et puis aussi avec mes équipes. La rentrée,
Vous entendez ces rumeurs de remaniement, elles sont montées, elles sont venues, je suppose, jusqu'à vous. Un remaniement ministériel, gouvernemental avant le 14 juillet, et peut-être même dès demain lundi. Vous êtes cité parmi les ministres partants, remerciés par le président, par la première ministre. Comment vous vivez ça ? Ça ne m'intéresse absolument pas. Vous l'entendez ? Je ne commente pas les rumeurs. Ce qui m'intéresse, c'est la préparation de la rentrée avec des changements substantiels. Et puis, bien entendu, la volonté à la fois de hausser le niveau scolaire des élèves, d'améliorer le bien-être et puis de lutter contre les inégalités. Est-ce que vous avez la certitude d'être le ministre de l'Éducation nationale qui fera la rentrée 2023 ? Quel ministre peut avoir quelle certitude ? Bien entendu, c'est une question qui n'a pas, pour moi, de sens. La seule chose qui m'importe, c'est de faire mon travail de ministre de l'Éducation nationale, et c'est ce que je fais tous les jours. Et vous avez envie de rester à ce poste ? Bien sûr. Jusqu'à la rentrée prochaine ? Faire cette rentrée 2023 ? J'ai envie de rester ministre de l'Éducation nationale aussi longtemps que possible. Aussi longtemps que possible ? Et ça peut s'arrêter demain ? Comme n'importe quelle fonction, bien entendu. Et si ça s'arrêtait demain, si ça devait s'arrêter demain, comment vous vivriez ça ? J'aurais d'autres activités. La question, bien entendu, n'est pas, pour moi, ça n'est pas une question que je saisis parce que ce qui m'importe, c'est le travail au quotidien pour nos élèves et pour leur réussite. Et si on, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, décidaient de se séparer de vous, ça serait pour vous un échec ou pas ? Il arrivera un jour où je ne serai plus ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est bien entendu, c'est toute la caractéristique de ce type de fonction. Mais je n'ai pas à commenter ni le calendrier, ni le moment où ce jour arrivera. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est mon travail de ministre de l'Éducation. Et dernière question, est-ce qu'Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne vous ont déjà parlé de ça, de ce remaniement, de votre éventuel départ du gouvernement ? Mais cette question n'a aucun sens. Littéralement aucun sens. Ce dont je parle avec le gouvernement, la Première ministre et le Président de la République, c'est du travail que nous faisons aujourd'hui pour nos élèves, c'est de la rentrée. Et c'est des projets qui transforment l'école, y compris d'ailleurs avec le CNR, dont nous n'avons pas parlé, mais qui est très important. Ces multiples initiatives qui sont prises à la base, en quelque sorte, et qui contribuent à transformer notre système scolaire pour la réussite de nos élèves. Merci en tout cas, Pape Diaye, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. C'était la dernière émission de la saison. Bel été à tous. Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison, la 35e saison du Forum Radio J, et peut-être d'ailleurs aussi avec vous, ministre de l'Éducation nationale. Merci.